Bonjour à tous, merci d'être là et de participer à ce webinaire avec Germain. On va se présenter tous les deux avant justement d'aborder le sujet du jour sur, après la levée, transformer vos investisseurs en alliés, qui est un vaste sujet et qui revient voilà, très régulièrement voilà, dans les entrepreneurs qu'on accompagne, Germain et moi. Peut-être pour commencer, pour me présenter, donc je m'appelle Marc Fournier, je suis avocat inscrit au barreau de Paris, au barreau de New York, et je suis spécialisé dans tout ce qui est accompagnement des entreprises innovantes dans les opérations sur le capital. Donc ça va de l'incorpo, ça va de la structuration, pacte d'associés, levée de fonds, et surtout exit et aspect M&A. Donc ça, c'est vraiment le cœur de mon activité aujourd'hui en tant qu'avocat, et ça fait voilà, de nombreuses années que j'évolue dans le milieu, on va dire, de tech, et donc tout ce qui est aussi connaissance des pratiques de marché, des acteurs, et toute la relation du coup avec côté investisseur. Et j'en profite également de remercier Seed Legals, qui est partenaire aujourd'hui pour l'organisation de ce webinaire et avec Germain. Peut-être je te laisse aussi te présenter, Germain, et après on passe sur le sujet du jour. Ça marche. Bah, enchanté tout le monde. Donc Germain, moi je suis cofondateur de Sharpstone. Sharpstone, on a une double casquette. On a un cabinet de conseil financier où on accompagne les entrepreneurs sur tous les sujets de financement non dilutif, que ce soit les dispositifs fiscaux, la BPI, les appels à projets et le financement bancaire. En gros, tout ce qui va permettre de faire, entre guillemets, lever sur la levée de fonds. Et on est aussi un fonds d'investissement, Sharpstone Capital. Et c'est surtout à ce titre que je suis là aujourd'hui. On investit dans des phases d'amorçage sur des boîtes tech B2B globalement. Et on a le deuxième fonds, on a investi à peu près dans 45 projets à date, dont un certain nombre qu'on a fait en commun avec Marc qui s'occupait de la partie légale. Donc, on s'est déjà croisé plusieurs fois sur des deals. Exactement. Et peut-être, alors du coup, de notre côté, le sujet, voilà, on en a parlé, hein, c'est comment, après avoir fait une levée de fonds, euh, comment organiser, gérer votre relation du coup avec les investisseurs. L'idée de ce webinaire avec Germain, c'est vraiment de vous faire des retours d'expérience, on va dire, comment nous on voit les choses, à la fois côté investisseur, notamment du côté de Germain, avec sa relation avec les fondateurs, et nous côté avocat, comment on drive aussi un peu les choses, on conseille, on va dire, les entrepreneurs. Il y a pas mal de points qu'on va vouloir aborder dans le cadre de ce webinaire, par exemple notamment sur le sujet de la gouvernance. Il y a le premier, très concrètement, hein, quand vous allez faire une levée de fonds et que vous avez des investisseurs qui rentrent au capital, euh, la levée de fonds vient de se terminer, c'est génial, il y a de l'argent et on va pouvoir du coup enclencher la phase de développement. Mais vous allez démarrer ce mariage avec les investisseurs, et souvent, le premier point de contact que vous allez avoir, ça va être le board. Ça va être la réunion assez formelle où vous allez du coup échanger pas mal de sujets avec les investisseurs sur votre BP, sur les décisions stratégiques. Et donc, c'est là, en fait, les premiers points et donc on va aborder sur la phase de gouvernance. Ensuite, vous allez aussi avoir la phase de reporting qui est hyper importante. Et Germain vous dira que la maturité, notamment voilà, d'un entrepreneur et d'une entreprise, se juge également à la qualité de son reporting, et qui permet voilà, de rassurer aussi vos investisseurs. Et encore une fois, on parlera de ce sujet non pas comme un exercice qui doit être scolaire, mais au contraire, un élément qui doit permettre au final d'embarquer vos investisseurs dans votre aventure. Encore une fois, quand vous faites rentrer des investisseurs, bien évidemment, ce qu'ils ont en tête, c'est de faire un retour sur investissement, l'approche très financière. Mais l'idée, c'est aussi de vous les utiliser comme des ambassadeurs et qu'ils ouvrent un maximum de portes, que ce soit pour des clients ou que ce soit voilà, pour des contacts ou autres. Et le fait d'avoir cette bonne relation avec vos investisseurs, ça vous permet aussi de mettre de la confiance, notamment le jour, et vous allez en avoir, il y aura des zones de turbulence, et c'est là où on verra comment se manifeste cette relation. Et le dernier point, et après on rentrera plus dans le vif du sujet, notamment sur les points du board, mais moi dans les sujets, je pense, qui sont importants à aborder, ça va être également le sujet voilà, des zones de turbulence, notamment si demain vous avez un fondateur qui quitte la société, comment ça se passe, comment ça doit s'organiser. Et très souvent, moi, dans mes dossiers, souvent, je trouve que la meilleure approche est d'embarquer dès le début les investisseurs.
jamais faire les choses dans son coin, c'est le meilleur moyen de vous mettre des investisseurs à dos, de créer de la friction. Encore une fois, c'est une étape qui est compliquée parce qu'il y a un fondateur qui quitte l'entreprise. Et ça, il faut embarquer toutes les parties prenantes dès le début et utiliser justement les investisseurs comme le meilleur moyen d'avoir cette porte de sortie et de faciliter cette transition. Euh, Encore une fois, on prévoit et on dédie un temps à la fin de ce webinaire de Q&A. Mais si vous avez des questions au fil de l'eau, on les prendra avec Germain, notamment sur les sujets qu'on abordera. Volontairement, on n'a pas aussi de slides préparés avec Germain parce qu'on a envie que ce soit une discussion avec vous. Et donc, profitez de ces moments pour poser vos questions. Je sais pas si toi, Germain, tu as aussi d'autres sujets qui te semblent importants que tu veux aborder de ton côté. En fait, non, non, mais c'est vrai que c'est la dernière fois qu'on a fait le webinaire, c'était sur la term sheet et la phase amont de la levée. Là, c'est une fois qu'on a fini la levée. Euh, Moi, j'associe ça, enfin, j'ai une bonne image pour le closing, c'est un peu comme du saut en parachute, quoi. Quand vous étiez en mode levée, c'était la chute libre. Donc, ça va très vite, c'est très intense. Et enfin, très immersive aussi, et un peu l'émotion, l'ascenseur émotionnel, comme on dit souvent, parce que vous êtes pris plein de portes qui se ferment, jusqu'au moment où, in fine, le closing est fait, l'argent est sur le compte, et là, c'est un peu comme la voile du parachute s'est ouverte, et vous passez de la phase chute libre à la phase où on plane, où c'est plus calme. Et je sais que l'exercice est intense. Et déjà, la première chose à faire post-lever, c'est de prendre 5 minutes pour se poser et de se dire, OK, maintenant que j'ai de l'argent, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Et c'est un point important parce que jusqu'au dernier moment, on sait que le closing peut ne pas se faire, hein. Soit des histoires de KYC qui manquent, des fonds qui finalement n'ont pas l'argent, ça arrive aussi, hein. Je l'ai vu, et en ce moment, on sait que comme les fonds, c'est plus dur pour eux-mêmes de lever de l'argent, bah, ça peut arriver sur un process assez avancé avec eux, des LOI, etc. Et qu'au final, ils disent, ah bah, en fait, je ne peux pas investir parce que je n'ai pas réussi ma propre levée. Mais une fois que l'argent est sur le compte, il y est, la voile est ouverte, vous avez un runway qui vient de s'allonger de plusieurs dizaines de mois, ou en tout cas sur un an ou deux, en fonction de ce que vous avez levé. Donc ça vaut le coup de prendre 5 minutes et de se poser et de ressortir de cette machine à laver intense qui était la levée de fonds pour voir exactement, réfléchir à comment vous allez dépenser votre argent finalement et bah, comment vous allez interagir avec ces nouveaux actionnaires, parce que vous n'êtes plus seul à bord pour décider la trajectoire de la boîte, mais il va falloir partager ça avec d'autres gens. Et donc, l'idée, c'est comment le faire au mieux, sachant que je ne veux pas vous déprimer non plus, mais en fait, le moment où vous planez avec votre parachute va se finir assez vite. Et après, bah, c'est déjà, il faut avoir en tête qu'il potentiellement, il va falloir refaire une nouvelle levée de fonds dans un horizon plus ou moins lointain. Et en fait, ça se prépare dès le moment où vous avez closé votre levée. Parce que la plupart du temps, enfin, vous aurez besoin de toute façon des investisseurs que vous allez embarquer sur ce round pour le prochain. Donc, c'est un travail avec eux à faire dès le début. Ouais, complètement. Et encore une fois, hein, comme tu le disais, Germain, il y a eu la levée de fonds, donc il y a eu une dynamique, on va dire, où en plus de ça, il y a eu, vous avez vendu voilà, un projet avec notamment un BP. Il y a eu peut-être plus ou moins des négociations longues avec vos investisseurs sur la term sheet, sur le pacte d'associés. C'est pas l'objet de ce webinaire, on en a déjà parlé dans un précédent. Mais encore une fois, forcément, il y a eu, comment dire, des discussions plus ou moins longues, notamment sur comment on anticipe la gouvernance, comment on anticipe les engagements des fondateurs, les règles applicables en matière de cession d'actions, l'horizon de liquidité, voilà, tous ces sujets-là. Euh, Là, vous avez terminé du coup cette phase de levée de fonds. Et pour moi, l'enjeu vraiment primordial que vous devez avoir déjà en tant que fondateur, c'est un, comme tu le disais, c'est la fin de cette période, on va dire, comme tu dis, ce saut en parachute qui ne va pas durer très longtemps. Pour moi, c'est surtout faire le deuil en fait d'une relation entre cofondateurs. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des investisseurs au capital et la relation va changer mécaniquement. Et l'essentiel, en fait, ce qu'attendent aussi vos investisseurs, c'est d'être assurés. D'être assuré et surtout votre capacité à les délivrer, notamment le BP et ce que vous leur avez vendu en fait dans la phase de roadshow.
Et pour ça, en fait, il faut construire de la confiance. Et la confiance, alors il y en a eu lors de l'étape du roadshow, vous avez, voilà, vous avez pitché, mais encore une fois, c'était les prémices. C'est-à-dire que là, on va entrer vraiment dans la relation de plus dans le détail et notamment sur bah, voilà, comment vous allez exécuter. Et cette relation de confiance, il faut donc la construire. Et il y a plusieurs moyens de la construire. Déjà, le premier point, bon, on peut aborder, hein, qui est peut-être aussi le plus simple, mais Mhm. c'est le sujet du reporting, je pense notamment. Le sujet du reporting, parfois on l'aborde plus ou moins rapidement dans le cadre des négos, mais moi je pense que c'est hyper important parce que en fait, c'est la première chose que vous allez souvent délivrer après avoir signé votre pacte d'associés auprès de vos investisseurs. Avant de faire un board, etc., on en parlera, mais souvent le reporting, c'est justement ce que vous allez communiquer. Et il faut être justement très vigilant sur à la fois qu'est-ce que vous allez mettre dans votre reporting, en termes de métriques, etc. Alors souvent, vous avez des reportings qui sont soit tous les mois, c'est un peu lourd, mais ou tous les trimestres, tous les semestres et tous les ans. Et ça doit vraiment se faire, on va dire, d'un commun accord et en bonne intelligence avec vos investisseurs sur le contenu de ce reporting. Mais encore une fois, souvent, c'est un exercice, notamment pour les fondateurs qui viennent faire de leur première levée de fonds. C'est un exercice qui est nouveau. Et il est hyper important, je trouve, de bien suivre ce reporting et surtout d'envoyer, mais parfois ça peut être un simple email avec justement où est-ce que vous en êtes et les métriques. Mais le fait justement de faire ce travail-là, déjà, vous montrez votre maturité en tant que fondateur et votre capacité à bien vous structurer. Et même pour vous aussi en tant que dirigeant, ça vous permet de bien cadrer les choses et prendre du temps, on va dire, dans votre semaine qui est bien chargée, prendre un peu de recul et de se dire, voilà, en fait, les KPIs, les métriques qu'on a atteints, et voilà ce qu'on va communiquer en fait aux investisseurs. Et déjà, vous envoyez un signal qui est hyper positif, parce que, vous allez du coup bah, apporter cette confiance et donc cette preuve d'amour, entre guillemets, à vos invests. Et deux, aussi pour vous, l'avantage en tant que fondateur, c'est, enfin, je veux dire trivialement, mais c'est moins de les avoir sur le dos un peu. Parce qu'un investisseur qui est méfiant, qui doute de son fondateur, forcément, il va être plus souvent derrière vous, aller contrôler des choses, aller demander plus de documents, etc. Toi de me dire, hein, Germain, mais en tout cas, ce fondateur qui fait cet exercice-là, vous allez voir que souvent, vous allez gagner finalement plus de liberté et d'autonomie. Je mets de côté les décisions stratégiques qui doivent être prises au titre du pacte d'associés qui sont très structurantes, mais sur le reste, vous allez avoir beaucoup plus de marge de manœuvre en tant que fondateur. Bah, en fait, c'est marrant, mais on commence à avoir fait pas mal d'investissements. Enfin, je disais une 45 en portefeuille. Donc, on voit juste à la façon dont on reçoit les reportings sur les boîtes dans lesquelles on investit. Alors, je pourrais faire une corrélation, mais généralement, les boîtes où au final l'histoire se passe bien sont assez corrélées avec la tronche du reporting qu'on a. Et on sait que si les reportings s'espacent dans le temps ou sont quasi absents, souvent c'est parce que les choses se passent moins bien. Et, alors c'est assez clé d'avoir ce reporting. Moi, je trouve qu'il y a un format que j'aime bien. Alors après, ça dépend du stade de maturité de la boîte, mais quand on vient de faire son seed ou sa série A, c'est un format assez qui tient sur un mail qu'on peut envoyer tous les mois, qui va rappeler juste les KPI que la boîte suit, son runway, sa trésor, donc on peut voir assez vite les points importants et les succès du mois, les échecs du mois et ce que les investisseurs peuvent faire pour vous. Euh, Avec ça, en théorie, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps hein, aux entrepreneurs pour le faire, parce que c'est des éléments qui sont vécus sur le mois. Et ça donne une bonne vision de où en est la boîte, quels sont ses enjeux, et puis surtout aussi comment on peut l'aider. Et, et le point le plus important pour moi, c'est de mettre en avant les choses qui sont difficiles. Il ne faut pas faire un reporting bisounours, au contraire. Il faut vraiment mettre les points durs de la boîte en avant. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que de toute façon, vous n'êtes plus en roadshow. Là, les investisseurs, ils ont injecté l'argent dans la boîte. Donc, ça va être compliqué pour eux de le sortir si le reporting ne leur plaît pas. Donc, il n'y a pas d'enjeu de se dire, il faut que je plaise à quelqu'un, puisque de toute façon, l'investissement est fait. Et l'enjeu pour les investisseurs, c'est avant tout que le projet marche, c'est qu'ils réussissent. Et identifier les points qui sont bloquants, qui sont durs, qui n'avancent pas comme vous voulez, dès qu'ils apparaissent
et de les partager aux investisseurs, ça vous permettra de démontrer deux choses. Bah, soit au final, vous avez réussi au reporting suivant, ou 2, 3 mois plus tard, vous réussissez à résoudre ces points durs. Et donc, ça va montrer votre capacité d'entrepreneur à franchir les obstacles et à trouver des solutions. Et donc, enfin, ça valorise votre position aussi et la confiance en soi des investisseurs. Ou soit vous n'arrivez pas à trancher le problème, à trouver une solution. Et c'est un problème qui prend de l'ampleur et qui potentiellement met en difficulté la boîte, sauf que vous aurez averti les investisseurs suffisamment en amont. Et bah, peut-être que ça vous fait prendre du retard sur votre commercialisation, sur votre montée en puissance, sur le développement de la roadmap techno que vous avez. Ça va expliquer les retards que vous avez. Et si à un moment donné, il faut même aller jusqu'à faire un bridge ou faire un, parce que vous arrivez en fin de runway, et à cause de ces problèmes que vous aviez identifiés en amont et qui ne sont pas si simples que ça et que vous n'avez pas réussi à résoudre, bah, les investisseurs seront beaucoup plus enclins à se dire, OK, on fait un bridge, on participe au bridge parce que le problème est identifié, on suit. Euh, Après, il va falloir en effet le résoudre d'une manière ou d'une autre. Et si vous faites un bridge, c'est qu'il y a aussi une solution que vous voyez, mais qui prend plus de temps pour résoudre. Mais en tout cas, vous aurez créé une confiance là-dessus et la probabilité que les investisseurs vous suivent sur ce bridge est forte. Par contre, si vous avez envoyé des rapports bisounours pendant tous les mois, puis qu'en fin de runway, vous dites, ah bah finalement, on a besoin d'un bridge et que tout le monde découvre ça au dernier moment, et que le gros problème que vous avez mis sous le tapis, bah, vous dites, c'est à cause de ça qu'on a besoin d'un bridge. Là, c'est le meilleur moyen pour que personne n'y participe et que bah, vous soyez vraiment coincé. Donc, faut pas hésiter à être transparent dans la manière, enfin, jusqu'à une certaine limite, après, il y aura des enjeux de confidentialité, etc. Mais en tout cas, vis-à-vis des investisseurs, il vaut mieux avoir un discours. Et peut-être qu'eux-mêmes pourront vous aider sur le sujet qui est Hmm. dur en ce moment, que vous avez, si vous savez que vous avez point, ils peuvent avoir des connexions, ils peuvent, si c'est un problème de recrutement, ils peuvent peut-être vous mettre en relation avec des bonnes personnes. Si c'est un problème de cyber, je ne sais pas quoi. En tout cas, ça vaut le coup de le partager au maximum et le plus tôt possible pour démontrer soit votre capacité à résoudre les points, soit à comprendre pourquoi il y a ce sujet qui est fort et qu'il faut et qui joue sur la trajectoire de la boîte. Hmm. Ouais, complètement. Et encore une fois, hein, cette approche, même pas forcément une série seed ou série A, c'est également, je pense, dès votre première levée, dès que vous faites rentrer des investisseurs, hein, ça peut être des business angels, friends and family. Comme tu le disais justement, Germain, c'est cet enjeu de transparence, en fait, ça va vous aider. Un, effectivement, bah, déjà, s'il y a des points à alerter auprès de vos invests, et bah, du coup, ils seront et ils sont au courant justement bah, de la trajectoire de la boîte et ils ne seront pas surpris si demain il y a un bridge à réaliser. Mais surtout, ils pourront vous aider. J'ai vu beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui sont finalement rentrés dans la boucle sur certains sujets peut-être plus opérationnels parce que ils avaient des connaissances, peut-être parce qu'ils pouvaient ouvrir des portes auprès d'autres personnes et combien de fois ça a pu aider à débloquer des situations et juste que le fondateur n'osait peut-être pas au début de mettre ce sujet sur la table. Et en fait, encore comme tu le disais, ils ont mis l'argent en fait dans votre société. Donc eux, leur objectif, c'est de faire fructifier cet argent. Forcément, d'un point de vue économique, ils vont faire en sorte de vous aider pour aller fructifier, sauf s'ils considèrent que c'est un investissement qui est perdu et à ce moment-là, ils feront rien. Mais il faut vraiment comprendre la dynamique et voir comment en fait réfléchissent justement vos investisseurs pour non pas les utiliser, c'est pas le bon terme, mais en tout cas s'appuyer sur eux pour aller bah, soit chercher un résultat qui est difficile à atteindre parce que justement vous avez des challenges, ou soit pour les rassurer parce que demain vous allez devoir réaliser un bridge ou même pivoter. Et encore une fois, ce sera beaucoup plus facile dans le narratif à expliquer pourquoi vous devez pivoter si vous l'avez identifié ces challenges depuis 6, 12, 18 mois versus arriver un beau matin et expliquer qu'il va falloir pivoter parce que finalement ça ne fonctionne pas. Et ça, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'investisseurs sur votre dos à ce moment-là. Donc peut-être voilà sur la partie reporting, surtout qu'aujourd'hui, on va dire, il y a quand même beaucoup d'outils qui existent, surtout à l'ère de l'IA. Maintenant, vous avez quand même une possibilité d'agréger de la data assez rapidement. Peut-être le point, c'est les aspects, on va dire, challenge, comme tu disais, Germain, voilà, que vous pouvez identifier de votre côté. Mais sinon, sur le reste, sur le suivi, on va dire, de vos métriques de CA, de panier moyen, de marge brute, ce genre de choses, ou de nouveaux clients,
Ça, c'est normalement de toute façon des aspects que vous pilotez day to day avec vos propres outils et que vous pouvez en fait plugger dans un reporting. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir des choses, des reportings sophistiqués. Euh, il y en a beaucoup à qui un email convient amplement avec ces Mhm. métriques, hein. Donc ne vous dites pas qu'il faut forcément des choses, on va dire, très sophistiquées pour discuter, échanger avec vos investisseurs. Et voilà. Et j'insiste également, cet exercice, pour moi, il est à réaliser dès que vous faites rentrer en fait des personnes au capital des invests, parce que ce sont peut-être ces personnes-là qui demain vont aller chercher d'autres investisseurs et vont vous aider en fait à faire une autre levée de fonds. Ouais, comme Euh, ça. hmm. Non, c'est Vas-y, juste, vas-y. c'est vrai qu'il vaut mieux faire un mail et l'envoyer tous les mois plutôt que de se faire un truc trop joli, un mini site web de reporting et qu'en fait, ça devient lourd à mettre à jour et qu'au final, on ne tient pas le rythme. Ouais, complètement. Peut-être aussi, on peut évoquer les sujets du board. Je pense Mhm. que, alors, la notion de board peut parfois effrayer certains. On a l'impression que c'est une grande messe très solennelle avec les investisseurs. En fait, c'est surtout un lieu et un endroit voilà, qui est dédié pour échanger entre fondateurs et investisseurs, essentiellement en fait sur votre BP, sur vos projections, sur la manière dont vous exécutez, etc. Et en fait, que les investisseurs, on parle encore une fois hein, des investisseurs principaux du deal, hein. C'est pas tous les investisseurs qui sont rentrés dans votre cap table, eux, ils sont plutôt informés au titre du reporting. Mais en tout cas, en board, ce sont vraiment donc ces investisseurs qui sont les principaux et qui justement et qui vous allez échanger et vous allez présenter avec eux bah voilà votre strat et votre plan d'exécution. Sur la partie d'un board, encore une fois, c'est un exercice qui se prépare. Beaucoup de fondateurs arrivent parfois et malheureusement, pour le dire trivialement, parfois un peu les mains dans les poches. Ça peut arriver. Alors qu'au contraire, en fait, cet exercice, il va à nouveau démontrer votre capacité de leadership. Quand ils investissent, là, ils vous ont vu en tant que fondateur. Maintenant, ils veulent vous voir aussi en tant que dirigeant. Et dirigeant de la boîte, c'est bah, du coup d'avoir les mains sur le volant et d'être capable de dire voilà dans quelle direction on va aller et comment on va le faire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien anticiper en amont, avoir un agenda qui est très clair en début de réunion sur les points à aborder et ensuite, bah, du coup, avoir ce temps d'échange. Encore une fois, il faut utiliser pour moi le board, non pas en arrivant et en se disant, voilà, je sais tout en tant que fondateur et je passe juste du temps pour leur communiquer les infos. C'est pas ça. Il faut aussi, à mon sens, qu'il y ait ce temps d'échange avec les invests parce que vous êtes là aussi pour co-construire, à mon sens, avec eux un peu ce plan de strat et ce plan d'action. Encore une fois, en tant qu'investisseur, ils ont investi souvent dans beaucoup de boîtes, des boîtes qui ont très bien marché, des boîtes qui ont raté. Et capitaliser justement sur cette expérience vous évitera de faire peut-être des erreurs et surtout donc de gagner du temps. Et donc c'est pour ça que sur ce board-là, enfin sur la préparation d'un board, c'est vraiment clé. Vous n'avez pas non plus des boards tous les mois, hein. Souvent, c'est des boards il y en a peut-être 3, 4 par an ou autre. Après, vous commencez un peu à maîtriser l'exercice, mais à mon sens, c'est vraiment indispensable de bien préparer comme il faut ce type de réunion. Et encore une fois, vous terminez votre levée de fonds, souvent vous avez un board dans les 3 prochains mois. Et c'est là où vous devez faire justement une bonne impression à vos invests et qui se disent, ah oui, j'ai vraiment bien fait d'investir dans cette boîte et dans cette équipe, car ils sont capables justement bah, d'aller délivrer ce dont ils ont présenté lors d'un roadshow. Ouais, bah le board en plus, c'est pareil, ça va préparer la prochaine levée de fonds, sûrement. Il y a un reporting aussi à faire, entre guillemets, avec les investisseurs. Alors moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut pas. Enfin, une fois qu'on a levé des fonds, la première chose à faire, c'est de brûler son BP. Alors, c'est un peu provocateur de dire ça, mais le problème du BP, et bon, vous allez le voir avec les fonds, vous l'avez fait généralement 6 mois avant la levée. Entre-temps, les choses ont pu changer, etc. C'est pour ça que je disais parfois ça vaut le coup de se poser 5 minutes une fois qu'on a levé pour réfléchir à vraiment la trajectoire de l'entreprise maintenant qu'elle a résolu son problème de cash et de se remettre bah, aussi dans les décisions que vous preniez avant quand vous en aviez moins, quand c'était plus frugal. Parce que la première fois que vous êtes finalement, la première fois que vous êtes dans une
boîtes qui lèvent des plaisir, entre guillemets, en disant, bah, regardez, je fais bien le BP. Sauf que le BP, souvent, ce qu'on fait bien, c'est les dépenses. Et après, le chiffre d'affaires, lui, arrive un peu plus loin normalement. Et donc, l'enjeu, il est assez clair, c'est de se dire, OK, est-ce que je ne vais pas juste faire les dépenses pour faire plaisir aux investisseurs, mais de quoi j'ai vraiment besoin moi pour continuer à faire avancer la boîte sur la trajectoire que j'avais avant, de savoir où accélérer, de savoir comment le faire, et ça, de le partager aussi avec votre board, parce que, comme je disais, et c'est pareil pour le reporting, une fois que les investisseurs ont investi, ça a coupé ou pas? Il y a ta caméra qui est coupée, Jeanne. Ok, vous m'entendez toujours ou pas? Parce que Ouais, c'est bon. Ok, bon, désolé, ça reviendra, je pense qu'il y a un peu de réseau qui bug. Euh, L'enjeu principal, c'est eux que la boîte réussisse, hein. Et il y a des histoires de boîtes qui ont fait des pivots assez monstrueux et qui ont super bien marché. Peut-être, moi, celle que j'ai en tête, c'est par exemple Criteo, hein, où, quand un 2-3 Venture a investi chez eux au début, la trajectoire de la boîte a été complètement différente du pitch dans lequel ils ont investi, mais ils ont fait confiance à l'équipe et ils se sont retrouvés côté Nasdaq. Donc, faut pas non plus s'accrocher à un BP en se disant je veux faire le bon élève et je vais montrer que je sais bien faire exactement ce que j'ai dit. Mais il faut être aussi, il faut s'emparer de ce sujet-là, de continuer à construire sa boîte comme vous le faisiez avant la levée, sauf qu'en plus, vous pouvez vous appuyer sur les investisseurs. On a besoin d'un reporting, on a besoin de voir une trajectoire de réussite. Donc, aussi C'est vrai que- c'est quand même, j'ai en vous qui connaissez le mieux votre boîte, de savoir ce qui marche pas, là où il faut accélérer, là où il faut parfois freiner parce que ça va pas ce que vous espériez que ça fasse. Et c'est le board, c'est un endroit important pour partager ça et pas être simplement en mode je viens présenter les lignes du BP que j'avais dit et dire quel est l'écart par rapport à ces lignes. C'est vraiment comment avance la boîte, quels sont ses enjeux. Et, euh, et après, savoir lui donner aussi, enfin, le préparer, c'est clair, parce que c'est compliqué d'arriver dans un board, là je parle du côté invest, et s'il faut reprendre ce qui s'est passé pendant les 3 derniers mois, s'il faut avoir toute une réexplication de ce que nous on est la boîte, finalement ça laisse peu de temps pour traiter les sujets un peu cruciaux sur lesquels il faut réfléchir. Donc plus il y a de data, de doc en amont sur les points que vous voulez traiter en board, mieux c'est. Et après, il faut aussi être souple dans le rythme du board. Enfin, souvent, c'est défini dans dans les statuts. Donc, ça donne un côté un peu. Alors, c'est bien, ça donne des rendez-vous, mais parfois, c'est pas toujours adapté à la dynamique de la boîte. Je pense notamment quand vous arrivez en fin de runway, qu'il faut, ou sur la levée de fonds suivante, c'est sûr qu'un board tous les 3 mois, ça fait peut-être un peu long. Et parfois, c'est plutôt essayer de se voir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour voir comment fonctionne la levée, ou s'il y a un pivot à faire, raccourcir aussi les délais de board. Et puis après, reprendre un peu de distance quand on est plus dans le fonctionnement, on va dire, en vitesse de croisière de l'entreprise. Hmm. Ouais, complètement. Souvent, de toute façon, le rythme voilà, est prévu dans le pacte d'associés. Après, ça n'empêche pas que effectivement, dans certaines périodes, on puisse ajuster le, la fréquence, on va dire, des boards en fonction des sujets à aborder. Mais voilà, sachez que normalement, c'est des points qui sont déjà justement négociés au stade de la levée de fonds. Et un autre point aussi qui est hyper important, bon, on en a déjà parlé lors d'un précédent webinaire, encore une fois, dans un board. L'idée n'est pas d'avoir la terre entière et d'avoir tous vos investisseurs parce que vous allez vite vous rendre compte que si vous êtes, on va dire, vous avez venez de faire une première levée de fonds, on est en pré-seed et qu'en fait vous avez un board avec 5 personnes, quand on vous dit justement dans les négociations de term sheet d'être bien vigilant sur la composition de votre board, parce que concrètement après, gérer un board avec 5, 6, 7 personnes, c'est aussi du boulot, c'est du travail, c'est de la coordination. Et donc plus vous avez des boards restreints, surtout alignés avec le stade de développement de votre boîte et surtout voilà, la maturité de votre boîte,
Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et encore une fois, moi, les boards, on voit plus de 5 personnes. C'est vraiment des entreprises. On fait des grosses levées de fonds. Et c'est là où justement, bah, c'est adapté, on va dire, on va dire, à la croissance de l'entreprise. Donc ça, il est bien en tête. L'autre point également, qui est hyper important, c'est qu'une fois que vous avez fait votre board, moi, je trouve qu'il est bien aussi de faire des comptes rendus de board. C'est-à-dire d'être bien au clair sur quels sont les sujets qu'on a abordés et surtout, en fait, quel est l'arbitrage qui a été fait. Je pense que c'est important parce que même déjà pour vous, en tant que dirigeant, ça vous permet d'être bien au clair, surtout si vous circulez ce compte rendu et que tous les invests voilà, valident par retour d'email, vous assurez d'être bien tous alignés sur les sujets. Parce que parfois, il peut y avoir voilà, des incompréhensions et il faut les lever tout de suite, tant que c'est chaud, en sortant de la réunion, avec un compte rendu. Alors, vous avez différents stades, hein. C'est soit un simple envoi par email, soit vous avez ça c'est le niveau 1, soit le niveau 2, vous demandez une validation par retour d'email à vos invests, qui permet justement bah, d'avoir un accord écrit de leur part en disant oui, ok, je confirme qu'effectivement, voilà les solutions qui ont été, les décisions qui ont été arbitrées. Et le niveau 3 qui va un peu plus loin, et c'est notamment quand vous avez des décisions qui sont, qu'on qualifie de stratégiques et importantes, notamment au titre du pacte d'associés. C'est-à-dire que il faut absolument avoir l'accord préalable du board pour prendre certaines décisions. Ça, il faut le formaliser avec un procès-verbal en bonne et due forme et qu'il soit signé par tous les investisseurs. Encore une fois, l'objectif, il est double. Déjà pour vous, c'est bah, comme je l'ai dit, hein, d'être bien aligné sur la suite et sur le déroulé en fait des opérations à mener, et également aussi pour vous protéger. Je pense pour protéger tout le monde, mais surtout si demain en fait ressurgit 6 mois plus tard une discussion en disant ah mais non mais on n'en a pas parlé ou moi j'étais pas d'accord avec ça, et j'ai déjà eu ce cas de figure. Dans les faits, en fait, il n'y avait pas eu de compte rendu formalisé, il n'y avait pas eu de retour par écrit. Et en fait, bah, tout ce qui n'est pas écrit, en fait, la parole s'envole, comme on dit. Et donc, c'est pour ça que vraiment, je vous invite à faire cet exercice. C'est un peu de travail, effectivement, mais honnêtement, ça vous prépare la suite, on va dire, pour la mise en exécution. Et dernier point, c'est surtout quand vous allez faire une nouvelle levée de fonds et qu'il va y avoir une due deal. Euh, Souvent, bah, on va regarder, notamment bah, pour les opérations, les levées de fonds plus structurantes, on va aller faire un audit et donc on va aller regarder notamment bah, la tenue juridique, regarder les procès-verbaux, etc. Et nous, en tant qu'avocats, quand on voit justement bah, des procès-verbaux, des comptes rendus voilà, de board qui sont très bien tenus, c'est aussi des choses qu'on met dans notre rapport, qui est ce qu'on appelle les green lights, et qui permettent bah, de renforcer également l'envie d'un investisseur d'investir dans la boîte en se disant et ben, les boards sont bien tenus, il y a des comptes rendus, c'est carré. En amont, il y a l'envoi des agendas avec justement les sujets abordés. Et postérieurement à la tenue d'un board, il y a eu un compte rendu qui a été bien formalisé. Alors après, comme tu le disais, Germain, hein, quand on est dans le feu de l'action, parce que justement l'entreprise va pas bien, je suis pas en train de vous dire qu'il faut forcément faire des comptes rendus tous les 4 matins, surtout si vous avez un board par semaine. Mais quand même, je trouve que c'est bien de bien cadrer les choses. Encore une fois, ça vous protège si demain il y a un sujet avec la boîte d'être mise en liquidation pour l'avoir vécu. Souvent, c'est là où entre fondateurs et investisseurs, à ce moment-là, il peut y avoir un peu de contentieux où on va se dire non, mais c'est de ta faute, etc. Et le fait justement d'embarquer votre board dans la prise de décision importante pour la boîte, ça vous permet aussi un peu de partager, on va dire, la responsabilité entre tous. Ouais, puis c'est le. Après, j'ai vu qu'il y avait une question de Perceval, et peut-être ça vaut le coup d'y répondre là sur la différence entre investisseurs. Je sais pas si tu la vois. Oui. Pourriez-vous clarifier la différence ou non entre investisseur, associé au capital de la société et board member? Comment choisir des membres du board qui ne seraient pas associés? Merci. Alors, peut-être pour répondre à la première question, la différence est que un investisseur, il est associé au capital. Ça, c'est mécanique. S'il investit dans votre boîte, c'est parce que du coup, il a pris des parts dans votre entreprise, donc il est associé. En revanche, parmi les associés, vous avez souvent plusieurs catégories. Vous avez souvent bah, les fondateurs qui ont été là dès le début de l'aventure ou les late founders qui arrivent un petit peu plus tard.
qui détiennent souvent une part majoritaire en fait du capital quand on est en phase de pré-seed, enfin on va dire au début. Ensuite, vous avez donc des associés minoritaires. Alors, vous pouvez avoir des personnes qui sont là, qui ont mis un tout petit peu d'argent au début. C'est pas forcément monétaire, mais qui ont peut-être apporté voilà, des compétences, des services, des advisors, et donc ils ont peut-être un, un- un petit pourcentage sur la cap table. Et ensuite, vous avez les investisseurs. C'est eux qui vont apporter en fait l'argent dans l'entreprise pour permettre justement d'aller exécuter le BP qui sera dirigé, mené par les fondateurs. Donc ça, c'est vraiment un point qui est hyper important. Et dans le cas d'une levée de fonds, quand vous avez des invests qui justement investissent dans votre boîte, euh, se pose du coup la question du contrôle des décisions importantes prises par les fondateurs. Pourquoi on a des boards? En fait, quand on a des boards, c'est aussi une instance pour les investisseurs. Alors, je ne vais pas dire non pas de surveiller, mais de s'assurer que les décisions stratégiques de la boîte, c'est-à-dire, je sais pas, un rachat d'un concurrent, ouvrir une filiale, un emprunt bancaire au-dessus d'un montant déterminé, recruter des salariés clés, voilà, c'est ce qu'on appelle des décisions stratégiques, elles soient prises de manière collégiale entre les fondateurs et les principaux investisseurs. Et donc, c'est une manière pour eux, voilà, de s'assurer que ça va bien dans la bonne direction, en tout cas de ce qu'ils estiment. Et donc, c'est pour ça que vous avez ces boards qui sont là pour contrôler en amont les décisions des fondateurs. Après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que parmi les membres du board, donc vous avez souvent les fondateurs qui sont là, vous avez les principaux investisseurs, parce que si vous avez 10 investissent dans votre boîte, vous n'allez pas avoir un siège, on va dire, par investisseur. Souvent, vous mettez ce qu'on appelle placer l'investisseur lead, qui aura justement un siège au board. Et donc, en fait, l'idée, encore une fois, c'est de prendre ces types de décisions de manière collégiale avec l'invest principal. Il arrive parfois d'avoir ce qu'on appelle des membres indépendants, c'est-à-dire des personnes qui ne sont ni associées, qui sont extérieures à la société. On commence à les voir de plus en plus, notamment sur des deals assez early stage, je trouve, alors que c'était normalement quelque chose qui était plus l'apanage des levées de fonds plus importantes, des séries B, etc. Euh, et donc, typiquement, pour répondre à ta question, Perceval, tu peux aussi avoir voilà, des membres du board avec des personnes qui ne sont pas associées au capital, qui sont là pour donner un avis extérieur, on va dire, lors de la prise de ce type de décision. Peut-être tu réponds avec une deuxième question, Germain, sur comment choisir des membres du board qui ne seraient pas associés, justement, peut-être ces membres indépendants ou autres. Je sais pas, je crois qu'on t'a les problèmes Sur comment de choisir micro. une connexion. Bon, attends, je Ah, coupe c'est un bon. peu la caméra. Ce sera peut-être plus fluide. Ouais, Et au là, moins, c'est bon, là. vous m'entendrez. Bon, vous connaissez ma tête maintenant. Euh, donc sur le choisir, il faut que ça soit souvent, enfin, de toute façon, il y en a qui vont représenter qui sont significatifs dans les investisseurs parce que souvent ils l'exigent. Et après, ça fait partie de la négo. C'est souvent ceux qui vont être amenés après à remettre, à réinvestir derrière. Donc c'est sûr que c'est un enjeu pour eux d'être présents et de voir comment ça se déroule parce que c'est ça qui va leur permettre de valider, de participer au round suivant. Et après, si vous avez des gens qui sont, par exemple, sur des biotech ou des medtech, qui sont des KOL, qui ont pris des parts dans la boîte, même peu significatives, mais qui peuvent être décisifs parce que ils ont un excellent réseau ou une connaissance du marché que vous cherchez à adresser, c'est toujours utile éventuellement de pouvoir les embarquer avec vous sur le board si c'est stratégique, parce qu'ils pourront donner un éclairage qui sera différent de celui que va apporter un investisseur, qui sera forcément, même s'il connaît le marché un peu plus, toujours avec un angle financier. Eux, notamment si c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît très bien le sujet que vous êtes en train enfin, le marché que vous êtes en train d'attaquer, parce que si à un moment il faut pivoter, s'il faut changer la trajectoire de la boîte, et qu'il y ait une vraie expertise au sein du board ça sera d'autant plus facile à expliquer, à justifier ou à challenger, à vérifier avec le reste du board. Et ça, c'est important parce que
c'est quand même ces changements de trajectoire, ils ne sont pas anodins et vous pouvez être face à des investisseurs qui n'ont pas envie que vous changiez la trajectoire ou qui se disent, enfin, remettre en cause votre leadership sur ce pivot. Donc, c'est pas, ça va dépendre aussi de la taille de la boîte, mais si la boîte commence à avoir une bonne trajectoire, commence à avoir finalement un certain nombre d'actifs, vous pouvez avoir des investisseurs qui se disent, c'est peut-être plutôt le temps plutôt que de pivoter, il vaut peut-être mieux vendre la techno tant qu'il reste de la trésor dans la boîte, tant qu'elle a le temps de se lancer dans un processus M&A, plutôt que de cramer le runway restant pour faire un pivot. Donc c'est sûr que ça fait partie de choisir les bonnes personnes au board au-delà des investisseurs. Ça peut être vraiment des gens avec qui vous pouvez challenger votre stratégie parce qu'ils connaissent excellemment bien le terrain de jeu sur lequel vous êtes. Ouais, Et complètement. après, il y a toujours aussi le sujet, mais je crois qu'on voulait en parler un peu aussi derrière. C'est pas lié aux gens que vous avez choisis dans le board, mais ça va se trouver. C'est si vous avez des sujets à traiter entre associés. Parce qu'on sait que c'est entre cofondateurs, souvent, enfin, une des phases critiques d'une boîte, c'est quand il y a un désalignement entre les fondateurs pour des tas de raisons différentes, soit des enjeux de compétences, soit des enjeux de répartition des tâches, soit même de perspective de la boîte. Des gens qui se disent ça va pas assez vite, d'autres qui se disent je ne veux pas aller. Enfin, en gros, ça peut faire monter à ce moment-là des différences d'approche, d'objectifs qui n'avaient pas été vues jusqu'à maintenant. Et le board, c'est un bon endroit pour traiter ça parce que tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien in fine. Parce qu'on sait que s'il y a vraiment un clash entre fondateurs, il y a souvent de grandes chances que la boîte aille au tapis ou alors doivent changer de trajectoire, aller sur une session parce que potentiellement vous pouvez vous retrouver avec une part du capital qui va devenir dormant si un des associés part et se retrouve avec une grosse part, un gros bloc d'actions et qui ne sont pas entre guillemets productifs pour la trajectoire de la boîte. Donc, et là, ça peut être intéressant, justement en fonction de la relation que vous avez pu construire avec le board, d'identifier les sujets et de pouvoir travailler avec eux, soit sur faire de la médiation, soit sur, en tout cas, de traiter le sujet avant de laisser la main à Marc pour qu'il y aille de manière Mm. en appliquant les clauses du pacte. Mm. Ouais, exactement. Sur ce sujet, encore une fois, de conflit entre fondateurs, c'est pour ça qu'on vous disait, voilà, vous avez compris en résumé, en tant que fondateur, il faut trouver justement ce jeu d'équilibriste entre à la fois communiquer avec vos investisseurs, jouer la transparence, mais en même temps, vous restez aussi un dirigeant avec voilà, le day-to-day à gérer, la partie opérationnelle, etc. Et donc, il faut vraiment bien trouver justement cet équilibre. Ensuite, quand vous avez donc ces problèmes entre fondateurs et que ça commence justement à envisager la sortie de l'un ou autre, et que ça a souvent, encore une fois, il y a de l'émotion qui va rentrer en fait dans le clash. Euh, le board, en fait, est un levier hyper intéressant et protecteur, en tout cas pour la boîte, parce que ça permet justement, encore une fois, de faire intervenir des gens qui sont un peu extérieurs, du coup, au sujet, au problème initial, qui sont la relation où ça ne va plus bien du tout entre les fondateurs, et donc, du coup, aussi de préparer l'après et de gérer justement cette transition. Sur le premier point, ça permet voilà, de rationaliser un petit peu plus et de voir. Alors, je vais pas, le board sera peut-être pas forcément le juge de paix, mais au moins vous avez une personne tierce qui va pouvoir un peu analyser plus à froid et un peu justement estimer comment on peut sortir de cette situation. Alors bien évidemment, vous avez des clés de lecture et de solutions qui sont dans le pacte d'associés, mais essentiellement, moi, ce que je vois sur les sorties et sur enfin, les conflits entre fondateurs et les sorties, celle qui fonctionne le mieux et qui impacte le moins l'entreprise, c'est quand justement vous faites intervenir en amont le board et les investisseurs. Après, il ne faut pas, encore une fois, appeler le board et vos investisseurs juste pour dire qu'il y a un problème. Il faut bien évidemment arriver aussi avec un plan, avec des solutions et comment vous voyez les choses. Mais je pense que c'est important de refaire un peu, de baisser, on va dire,
euh, l'intensité peut-être des débats entre juste fondateurs et plutôt de le décaler en fait dans un board. Et ensuite, on voit en fait quelles sont les solutions qui sont possibles. Souvent, soit ça va se régler à l'amiable, et honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour l'entreprise, de faire un protocole d'accord. Et justement, on voit comment chacun repart de son côté. Il y en a un qui va rester dans la boîte et l'autre qui va justement sortir. Et si vraiment ça se passe très très mal et qu'on n'arrive pas à en sortir, on a aussi des mécanismes qui existent. Vous avez dû entendre parler de ces clauses de leaver. Voilà, bah, c'est typiquement pour ça qu'on draft et qu'on prévoit ce type de clause dans le pacte. C'est pour avoir une solution de sortie, s'assurer que le capital bah, de la boîte reste bien entre les mains bah, de notamment des fondateurs qui sont opérationnels. C'est ça l'approche. Euh, mais ceux qui ont voulu essayer de prévenir et de mettre le board dans la boucle vraiment au dernier moment, vous allez avoir de la friction, même si juridiquement vous avez des solutions qu'on peut mettre en place, mais d'un point de vue communication, vous allez avoir en fait des difficultés justement à expliquer en fait la situation à vos investisseurs. Et c'est pour ça que alors, nous, on est avocat, on va vous conseiller sur le volet voilà, juridique et notamment quel est le processus, comment on peut enclencher, on va vous conseiller. Mais c'est vrai que parfois, on peut se transformer, ça se transforme un peu en cellule de crise. On est presque parfois communicant en disant voilà, comment il faut déjà avertir tes investisseurs, comment tu vas justement les informer de cette situation. Très souvent, c'est de prendre son téléphone et de les appeler un par un et expliquer la situation. Voilà, il y a plein de choses comme ça. On a une boîte à outils que nous, on peut donner en tant qu'avocat aux fondateurs. Mais encore une fois, ça va rejoindre le sujet de départ qui est comment transformer justement vos investisseurs en alliés. Et typiquement, pour les fondateurs qui restent dans l'aventure, le fait d'avoir bien, on va dire, préservé cette relation, de l'avoir nourri avec vos investisseurs et d'avoir justement un capital confiance avec eux, c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous appuyer pour justement bah, assurer cette période de transition et éviter au maximum d'impacter l'entreprise avec cette situation. Voilà ce que moi je peux ajouter de mon côté. Est-ce que d'ailleurs vous avez aussi peut-être des questions pour nous avec Germain sur les sujets qu'on a abordés ce matin lors du webinaire? Encore une fois, hein, ça peut être assez large, mais profitez-en. Bon, en tout cas, moi, enfin, si, sur les sujets que tu as dit, là, on en a vécu un ensemble sur une boîte où on a un associé qui est parti, et ça s'est très bien passé, et la boîte, pour l'instant, continue à bien avancer, donc c'est chouette pour tout le monde, en tout cas pour le projet. Et je l'ai vu là récemment sur une autre boîte dans laquelle on a investi il y a un an, qui a fait sortir c'était son CTO en milieu d'année dernière, et là qui a à nouveau réussi enfin, a même réussi à faire une belle levée de fonds, et donc ça se gère. C'est pas la fin de la boîte, mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu bah, aussi de savoir prendre cette décision, hein. Ça reste un- un projet entrepreneurial, et cette capacité à prendre des décisions et à dire il faut arrêter la relation plutôt que de laisser traîner, laisser pourrir une situation, et qui au final, parce que va dégrader fortement. Enfin, si ça fonctionne pas, c'est qu'il n'y a pas de chance que ça continue ça se redresse naturellement. Donc, aussi prendre ce genre de décision, c'est important pour les entrepreneurs, parce que l'aventure, elle est compliquée, et tout n'a pas forcément été vu dès le début quand vous êtes dit, tiens, on va créer une boîte dans un garage. Et bah, c'est quand la boîte grossit, etc., que ces choses-là apparaissent. Et en s'appuyant si on a la confiance de ces investisseurs, on est plus serein aussi pour prendre ce genre de décision, parce que ça permet on sait qu'on a un backup, que si ça décale un peu dans le temps les étapes suivantes, ce que je disais dans le suivi du BP, mais parce qu'il y a ce point dur à traiter, et que en effet, euh, ça a retardé la perf, mais ça n'empêche pas que derrière, si ça réaccélère parce qu'on retrouve un bon équilibre dans la boîte,
Les investisseurs, eux, ont suivi le sujet, la décision, elle est rationnelle, et ils se disent, OK, on a en face de nous quelqu'un qui est aux commandes de sa boîte et qui ne se laisse pas porter par les sujets, mais qui les maîtrise, et ça donne confiance pour la suite aussi, pour réinvestir, pour faire de nouveaux tours. Et c'est un peu l'enjeu enfin, de tout le webinaire, en tout cas moi que je vois du côté invest, c'est à partir du moment où vous avez embarqué les investisseurs avec vous, autant en roadshow, vous en voyez plein et vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour les séduire, pour les convaincre, pour présenter le projet, autant une fois qu'ils sont avec vous, finalement, vous avez plein d'opportunités de construire une relation avec eux et de créer cette confiance et derrière, bah, qu'ils soient présents sur les prochains rounds. En plus, ils sont de toute façon aussi dans un réseau d'investisseurs. Donc, même s'ils ne sont pas leads sur le tour suivant, eh ben, ils vont forcément être interrogés par tous les investisseurs potentiels qui devraient rentrer au tour suivant. Et donc, le retour qu'ils feront sur bah, comment vous les avez gérés, il est, euh, il a énormément de valeur pour les étapes suivantes. Donc, c'est un no-brainer, si je puis dire, de créer cette relation de confiance avec eux. Après, on sait que toutes les boîtes ne marchent pas, il peut y avoir des moments compliqués, et c'est ça. Il y a de grandes chances même que la boîte ne marche pas, in fine, hein. Le taux de casse sur les startups il est élevé, donc c'est du capital risque, hein, c'est de la prise de risque. Mais justement, ce que les gens cherchent, c'est des gens qui sont capables de naviguer euh, dans ces périodes compliquées, d'affronter les problèmes et de faire accélérer la boîte. Hmm. Et peut-être avant de terminer aussi de mon côté, ce que je peux vous dire, c'est que le fait de travailler justement cette relation de confiance en amont avec vos investisseurs, ça vous permet aussi d'identifier entre les investisseurs qui sera là et qui sera pas là quand ça va secouer, on va dire, quand il y aura justement des problèmes. Parce que parfois, on le voit que justement lors de la période de zone de turbulence, mais le fait de déjà tester un peu, justement, de voir comment se comportent vos investisseurs lors des boards, vous avez aussi un signal qui est envoyé par chacun. Et je vois, moi, dans des clients, certains qui me disent, je suis hyper content d'avoir onboardé ces invests parce que vraiment, ils sont top, ils m'apportent plein de choses. Ou d'autres, à contrario, c'est tout de suite la lune de miel va être compliquée parce qu'ils me disent, finalement, entre ce qu'on a vu pendant le roadshow et ce qu'on se voit un peu pendant les boards ou autres, on a un peu des doutes. Et le fait d'avoir déjà cette discussion en amont, d'avoir cette logique de reporting, ça vous permet aussi de vite d'identifier quels sont aussi les investisseurs sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Parce qu'encore une fois, entre invest, il y a des jeux aussi entre eux, des petits jeux de pouvoir, c'est une partie d'échecs. Et donc parfois, il faut faire aussi ce qu'on appelle les billets à trois bandes, c'est-à-dire s'appuyer aussi dans un board avec un ou deux invests qui va permettre aussi d'avoir une influence sur le troisième. On rentre un peu dans le détail, mais voilà, il y a aussi des négos qui existent au sein même des boards et des jeux d'influence. Euh, je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour nous. En tout cas, je n'en vois pas d'autres. Si on était ravis avec Germain, voilà, d'aborder ces sujets. Et on espère, voilà, que vous avez retenu ce qui est important. Construisez cette relation de confiance avec les invests dès la fin de la levée de fonds. Et ensuite, voilà, si vous avez besoin d'autres retours d'expérience, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn directement, Germain et moi, soit côté invest ou soit côté avocat. Voilà, on sera ravis de pouvoir échanger à nouveau avec vous. Merci beaucoup Marc et merci Syllégal de nous hoster à chaque fois. Très intéressant. Et puis ça donne des idées pour faire la suite, hein. Avant la levée, après la levée, il faudra faire l'exit, quoi. Exactement. On fera ça le prochain. Et ben, Merci. merci à tous. Merci Phil Legaz et merci Germain. Et à très vite. Ciao. Au revoir.